Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un, on le connaît tous évidemment, l'unique Hugo Girard sera avec nous. J'ai très hâte de le rencontrer. En chanson, Jean-Daniel Labrie. L'homélie avec l'abbé Stéphane Roy, la chronique avec Christine Michaud. Je suis Sylvain Charon. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Un seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Hugo, merci d'être là. Je peux te tutoyer? Ben oui, pas de problème. Ça va être plus facile. Écoute, j'ai vu le documentaire qui est extraordinaire en passant, Andropause sans tabou. On te connaît comme l'homme fort. Et dans ce documentaire-là, on te voit plus vulnérable. Est-ce que ça a été difficile de te laisser aller à ta vulnérabilité? Honnêtement, pas tant. Parce que je ne le vois pas tant comme une vulnérabilité. Je vois ça plus comme un processus où, à un moment donné, de parler des vraies choses t'amène à avoir des vrais sentiments. Ouais. Puis, je crois que dans la vie, j'aime mieux dans l'aide que le paraître. Fait que pour moi, lorsqu'on a entrepris le processus, c'est quelque chose qu'on a discuté, qu'on allait sûrement aller toucher à des zones un peu plus sensibles. Mais moi, je voyais ça un peu comme une belle façon de pouvoir passer à travers le processus puis de le vivre pour de vrai. Parce qu'au final, c'est ces sentiments-là qui m'ont amené à aller chercher de l'aide pour savoir qu'est-ce qui se passait. Puis lorsqu'on a décidé de mettre le projet en branle, je me dis, plus vrai ça va être, plus ça va parler aux gens. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on va en toucher le plus possible. Si tu n'avais pas été chercher de l'aide pour l'andropause, est-ce que tu penses que ça aurait pu mal tourner pour toi? Bien, si je me fie à ce que mon médecin me dit, je m'en allais vers une dépression, puis honnêtement, je le croirais. Jusqu'à en quelque sorte, là, jusqu'à un certain point, je me mentais à moi-même dans le sens que je pensais que c'était juste une passe difficile que je passais, puis je continuais à travailler plus fort. Plus c'est difficile, plus je travaille fort. Fait que c'est pas quelque chose qui m'est inconnu, parce que dans le sport, ça ressemble pas mal à ça. C'est juste que là, j'avais le sentiment que j'arrivais jamais à reprendre le dessus. Et là, clairement, que je savais que c'est une question de temps avec ça casse à quelque part. Puis lorsqu'elle me l'a confirmé, je ne savais pas c'était quoi l'andropause, mais la dépression, oui, ça, je le savais. Et dépression et Hugo Girard dans la même phrase, là, ça, j'avais beaucoup de difficultés à colliger ça et à me dire que c'était possible. Tu m'as dit, quand on parlait de vulnérabilité tantôt, on voit, comme je te dis, l'homme de toi qui est fort. Mais est-ce que c'est pas une image? Parce qu'en arrière, ce ne serait pas le petit Hugo, finalement. L'enfant qui est là. Pas juste l'extérieur, là. Bien, c'est sûr qu'à quelque part, tout le processus de vouloir devenir l'homme le plus fort au monde part d'un rêve d'enfant, parce que moi, c'est un message que j'ai dit à ma mère de 12 ans. Ah oui? Oui. Fait que, en quelque sorte, tu te fixes un objectif qui est tellement élevé que tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment possible? Mais pour moi, le mettant tellement élevé, ça allait m'élever à en faire le plus possible pour pouvoir y arriver. Puis oui, je pense qu'en quelque sorte, c'est un peu le petit Hugo qui a rendu le Hugo qu'on connaît maintenant, qui est un peu comme une façade, un peu comme l'incroyable Hulk. Parce que quand j'étais jeune, je lisais les bandes dessinées, puis je m'imaginais être un personnage de bande dessinée. Puis c'est un peu ça, parce que dans les bandes dessinées, les super-héros, il y a toujours un côté un peu plus vulnérable. Oui, toujours. Puis ça part de quelque part. Pour la plupart des gens qui font des choses qui sortent de l'ordinaire, puis qui font des choses extraordinaires, il y a un élément déclencheur. Puis c'est souvent relié à la jeunesse, à certains, que ce soit des traumatismes, des expériences qu'ils ont vécues, qui les amènent à avoir une réflexion et une projection de soi-même qui les amène à s'élever au-dessus de la bande. Là. Évidemment, devenir l'homme le plus fort au monde, ça provoque beaucoup d'absences. Est-ce que tu t'es pardonné ces absences-là avec ta famille? Parce que tu as un fils, Tyler. Est-ce qu'on se pardonne vraiment? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on apprend à vivre avec. Parce que lorsqu'on réalise, rendu à un certain âge, que les moments perdus, c'est des moments qu'on ne retrouvera pas. Et là, bien, il faut que tu te conditionnes à ne pas vivre dans le passé, parce que malheureusement, on ne peut pas retourner en arrière, on peut seulement qu'aller vers l'avant. Donc, on rationalise tout ça, en se disant qu'on a fait ce qu'on avait à faire au moment où on est qu'on le fasse. Puis en même temps, ça demande des sacrifices. Tu ne peux pas aspirer à atteindre les plus hauts niveaux, dans ce cas-ci de mon sport,
sans de mettre de côté certains aspects de ta vie. Il y a des aspects qui me fatiguent moins que d'autres. De ne pas avoir eu de vie sociale me dérange plus ou moins. J'en ai pas plus maintenant. Mais la vie familiale, au début, c'était plus facile parce que j'en avais pas eu tant quand j'étais jeune. À partir du moment que j'ai eu un fils, ça change toute la donne. Il y a quel âge, Tyler? Maintenant, il y a 19 ans. 19 ans. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je pensais pas avoir d'enfant. Donc, ça faisait pas nécessairement partie de mes plans. Et je suis quelqu'un qui prend ses responsabilités. Il y a un enfant, tu es content, tu comprends pas trop nécessairement toutes les responsabilités que ça l'amène. Il n'y a pas de guide pour expliquer c'est quoi un bon parent. Puis, je pense que ça, à quelque part, c'est le côté où il y avait un déchirement entre tes obligations de bien faire. Puis là, j'avais plus un rôle de provider. Donc, t'emmènes ce qu'ils ont besoin. Puis le côté émotionnel, bien, peut-être que c'était le côté plus faible que j'avais. Puis à ce point-là, je pense que c'est plus tard que c'est arrivé. Puis oui, je travaille encore là-dessus. Ouais. Quelle valeur tu veux laisser à Tyler, ton fils? Moi, ce qui est important, là, c'est que, en bout de ligne, c'est quand tu crois à quelque chose, de ne pas te limiter et de ne pas laisser les autres venir, je dirais, te distraire de ce qui est important pour toi. Je pense que l'important, c'est toujours croire qu'on est capable de le faire. Puis de vraiment là, travailler fort, parce que c'est dans l'effort et dans le travail qu'on a des résultats. Et la vie est ainsi faite. Souvent, on a les résultats en fonction de l'effort qu'on y a mis. Est-ce que Tyler va avoir les mêmes... Parce que je regardais le documentaire, je ne revenais pas de ta discipline. C'est spectaculaire. Là. Est-ce que Tyler, tu souhaiterais qu'il y ait ça, une discipline aussi de rigueur? Je pense que pour son âge, il va bien. Est-ce que ça serait comme je voudrais? Probablement pas. Mais on n'est pas à la même place, puis on n'a pas le même cheminement. Ce que j'essaie de faire, puis je pense que là-dessus, je suis quand même pas si pire, c'est de ne pas imposer ce que je m'impose à moi, de l'imposer à lui. Et plus de l'emmener sous forme d'apprentissage, de discussion. Comment moi je le ferais. Parce que par la suite, c'est lui qui fait le travail. Moi, je peux juste montrer le chemin. Puis le reste, bien, c'est lui qui le fait. Puis tu veux pas mettre trop de pression parce que c'est quoi, de la pression? Donc, puis en même temps, mais être le fils de, je n'ai pas envie qu'il vive ça. Oui, ça, c'est difficile, ça. Parce qu'on n'a pas eu cette conversation-là, je ne sais pas comment il le perçoit, mais je ne veux pas qu'il ait à vivre ça, à vivre avec une pression supplémentaire. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il est une personne unique avec des capacités qui lui sont uniques, puis que lui, il les développe en fonction de ses propres besoins, de ses propres goûts, de ses propres aspirations, et non de tenter de satisfaire les miennes. Ouais. Avant d'être populaire, tu as été beaucoup jugé. Ouais. Comment tu vivais ça? Ça se manifestait comment, ces jugements-là? Ah ben, c'est sûr que quand tu es différent physiquement, on s'entend qu'à l'adolescence, les différences, ça dérange. Et plus tard aussi. Tu sais, moi, depuis l'âge de 18 ans que je pèse au-dessus de 300 livres. Donc, physiquement, j'ai toujours sorti du lot. Et je me suis habitué à avoir un certain regard. Au début, le regard, je ne serais pas prêt à dire que c'est quelque chose de positif. C'est pas de même que je le percevais. Ça amenait un certain respect parce que physiquement, tu es imposant. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est plaisant à vivre. Parce que ce jugement-là t'amène à te poser des questions, t'amène à t'isoler, à pas te sentir comme si tu faisais partie des autres, à pas te sentir normal. C'est pas un sentiment qui est le fun. Puis, je te dirais que ça m'a dérangé vraiment jusqu'au moment que j'ai réalisé que finalement, d'essayer de plaire aux autres, ça fonctionnerait pas. Fait que je vais tenter plus de me plaire à moi-même, puis d'y aller en fonction de mes propres besoins, mes propres objectifs, et de vivre ma vie selon mes goûts à moi, et pas tenter de plaire aux autres. Puis à partir de là, bien, ce fameux regard-là, c'était de l'indifférence. Puis c'est devenu une force, parce que tu n'attends plus d'avoir la tape dans le dos ou d'avoir la reconnaissance pour savoir qu'est-ce que tu as à faire et pour savoir que tu as bien fait. Tu fais juste faire ce que tu as à faire. Puis au final, bien, les résultats vont parler par soi-même. Tu sais évidemment que tu es un modèle pour beaucoup de gens, même beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est pour toi une pression, ça? Effectivement, il y a un certain poids parce que je n'ai jamais aspiré à ça, pour être honnête. Puis comme j'ai mentionné tantôt, le fait qu'étant plus jeune, je n'avais pas ce regard-là, donc je n'avais pas cette pression-là. Et à un moment donné, bien, les choses étant ce qu'elles sont, à faire les choses d'une certaine manière, comme je dis tout le temps, être un champion,
c'est pas les trophées que tu accumules. Être un champion, c'est dans ta façon de marcher, ta façon de parler, ta façon de t'habiller, ta façon de dormir, dans tout ce que tu fais. Quand tu le fais comme un champion, c'est de même que les gens te perçoivent. Ouais. Et je pense que c'est la preuve qu'effectivement, la perception des gens maintenant, c'est la perception de l'image que je projette en faisant les choses comme un champion. Mais pour moi, est-ce que la pression, c'en est une? Il y a une certaine pression, mais je ne m'en mets pas tant parce que je ne le fais pas en fonction de plaire encore une fois aux autres. Je le fais encore une fois en fonction de répondre à mes propres standards. Parce qu'au final, comme je dis tout le temps, j'appelle ça le test du miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu peux mentir aux autres, tu ne peux jamais te mentir à toi-même. C'est très vrai. Puis ça, c'est ça qui est important, d'être capable de se regarder dans le miroir puis de voir ce qu'on aime, puis aussi de voir ce qu'on n'aime pas. Parce que c'est en réalisant qu'il y a des choses qu'on n'aime pas qu'on peut s'améliorer. Oui, tout à fait. Je sais, je disais dans ma recherche que tu es croyant, tu as la foi. Tu as perdu ton papa l'année passée. Oui. Est-ce que tu essaies de garder un lien avec lui? C'est une bonne question. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de jours que je ne pense pas à mon père. Parce que ma relation avec la force me vient de mon père, de l'image qu'il projetait. C'est quelqu'un de dur, c'est quelqu'un de fort. Mon père, on a eu un certain rapprochement lorsque mon fils est venu au monde. Et par la suite, on a eu un certain éloignement. Je pense que mes attentes de ce que j'aurais voulu de ma relation avec mon père m'ont un peu déçu. Et je l'ai peut-être pris d'une mauvaise manière. Il y a des discussions qu'il aurait dû avoir qu'on n'a pas eues, peu importe la raison. Mais une chose est certaine, chez nous, puis la relation de mon fils avec mon père était excellente. Ah oui? Oui. Puis au chalet, on a un bar, un espace où on peut se regrouper, prendre un verre pour avoir du plaisir. Puis dans le bar, c'est là que j'ai mis les cendres de mon père. Ah oui? Oui, avec une photo de mon père. Puis lorsqu'on prend un verre, bien, on remplit un verre puis on le met là parce que s'il était là, bien, il serait avec nous autres puis il aurait du fun avec nous autres. Puis tout ça, bien, je l'ai fait en travaillant. Puis on a discuté de ça ensemble, moi puis Tyler, où ce que c'est vraiment. Je l'implique beaucoup dans les décisions que je prends, surtout ce genre de choses-là, pour faire en sorte que ça lui ressemble aussi, puis qu'il s'y reconnaisse. Et que ce ne soit pas quelque chose que tu essaies d'imposer. C'est le fun que ça vienne. Vous savez, lorsqu'il décède, on nous remet un crucifix. Puis tout à l'heure, regardé le crucifix avec un portrait de mon père qui a mis dans sa chambre. Ah, c'est beau quand même. Oui, c'est le fun. Puis je trouve ça important. Puis je trouve ça le fun aussi que mon garçon soit croyant, puis que ça soit important pour lui. On a quelque chose en commun, l'amour des chiens. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, d'avoir ces pitous-là? On va les voir à l'écran, d'ailleurs. Vous savez, les chiens, pour moi, ça démontre l'amour inconditionnel. On en parlait un peu tantôt. Nos animaux, qu'on soit 5 minutes sans les voir, ou 5 heures, ou 5 semaines, sont tellement contents lorsqu'ils nous voient. Si les humains étaient tous comme ça... la vie serait complètement différente. Puis moi, bien, aussi, à quelque part, ça m'amène des responsabilités, puis ça m'amenait à... je dois m'en occuper, j'ai des responsabilités, puis je les aime, mes chiens, c'est comme mes enfants. Puis ça m'a aidé beaucoup à me ramener sur ce qui était important. Puis de me garder focusé sur l'objectif. Parce qu'il y a beaucoup d'occasions, je dirais, de se perdre un petit peu dans le monde dans lequel on vit. Mais moi, bien, j'ai toujours une bonne raison de retourner à la maison parce que mes chiens m'attendent. Donc, pour pas que je sois là, ça prend une maudite bonne raison. Et pour pas que je traîne mes chiens avec moi, ça en prend une bonne aussi. Écoute, je veux te remercier d'être ce que tu es. Je vais inviter les gens à écouter Andropause sans tabou. Je vous le dis, c'était absolument magnifique. Merci de merci beaucoup. C'était une joie de te rencontrer. Je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Jean-Daniel Labrie. Merci. De l'ombre clair de lune, de l'hiver à l'été, tout me montre ta beauté. Dans toutes mes victoires, à chaque larme versée, tu étais à mes côtés. Oui, je veux te dire merci, merci, merci. Oui, je veux te dire merci, merci, Seigneur. Et ta vie pour la nôtre, oh grâce infinie, ton amour est mon
dire merci, merci, merci. Oui, je veux te dire merci, merci, Seigneur. Je reviens à toi et à tes pieds je me prosterne. Jésus, tu es digne. Et reçois la gloire, la terre et les cieux proclament. Jésus, tu es digne. Je reviens à toi et à tes pieds je me prosterne. Jésus, tu es digne. Reçois la gloire, la terre et les cieux proclament. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Oui, nous voulons te louer, louer, louer. Oui, nous voulons te louer, louer, Seigneur. Oui, nous voulons te louer, louer, louer. Oui, nous voulons te louer, louer, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec le 24 mai 2025 de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Comme vous le savez, nous sommes en plein cœur du Carême 2025 et comme on le fait depuis 30 ans, à chaque fois que c'est le Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous demande, c'est de donner sans rien attendre en retour. Et moi, je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut vous faire à la Victoire de l'amour, c'est de vous présenter des émissions de qualité, 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, évidemment aussi par Internet, par tous les moyens modernes. Je sais que l'émission est écoutée. Je recevais des messages dernièrement de la Suisse, de la France, de la Belgique. Alors, je vous salue en passant. Et vous voyez comment la parole de Dieu peut se promener partout, changer des cœurs, parce qu'avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a besoin de ce Jésus qui est le prince de la paix. On a besoin de parler d'amour et d'espérance et non pas seulement de guerre et de bruit de guerre. Alors ça, c'est extrêmement important. Alors merci de nous aider à annoncer ce Jésus qui est prince de la paix sans rien attendre en retour, mais seulement dire à Dieu, je veux aider à ce que ta parole soit annoncée. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et voici comment faire votre don. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org.
Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous. Pour ma chronique cette semaine, je vous propose un exercice que j'aime de plus en plus. Puis en plus, c'est comme je viens de le dire, c'est l'exercice d'aimer. J'ai appelé ça « J'aime aimer » la chronique, le titre, parce que j'aime bien lister, prendre le temps de lister tout ce que j'aime, par exemple, dans ma semaine. Là, pour l'instant, je le fais une fois par semaine, généralement le dimanche matin. Je publie sur les réseaux sociaux, sur ma page Facebook, par exemple. Puis je note vraiment, je ne suis pas obligée de tout noter ce que j'ai aimé, mais peut-être ce qui a sorti du lot, ce qui m'a fait du bien, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai trouvé beau. Ça me permet de faire un espèce de bilan en même temps de ma semaine, de faire aussi un compte-rendu de qui est-ce que j'ai croisé, qui est-ce que j'ai vu, qui m'a touché, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui m'a émerveillé. C'est beau, tout le tableau, je trouve, qui se dessine grâce à cette liste de j'aime. Alors là, je vais vous donner un exemple à quoi ça peut ressembler. Quand je m'en viens ici pour être avec vous, pour faire les chroniques, bien d'abord, j'ai de la route à faire. Faire de la route, j'adore ça parce que je fais un peu de ménage dans mes idées. Souvent, c'est là que je suis plus créative, qu'il me vient des idées pour des nouveaux projets ou pour avancer dans ce que je suis. Là, j'arrive ici, j'ai hâte de retrouver les gens. Donc, j'aime retrouver toute l'équipe. J'aime particulièrement, par exemple, Nathalie, qui me fait rire. J'aime Anthony, qui met mon micro puis qui est si doux, si gentil, qui pose des questions, qui s'intéresse. Alors, je pourrais vous parler de chaque personne qui travaille ici de cette façon-là, de tout le plaisir qu'on a à être ensemble, de toutes les idées aussi qu'on met de l'avant pour essayer d'apporter des moments d'inspiration. Alors, ça peut ressembler à ça peut être aussi simple, mais je pourrais dire aussi que j'ai aimé ce que j'ai mangé ce midi. J'aime savoir que je m'en vais retrouver mon père parce qu'on a une sortie ensemble ce soir. Des petits moments de vie. Moi, je vois ça vraiment comme des petits tableaux, des petites mini-œuvres d'art de notre vie qu'on aime. Alors, ce que je vous suggère, c'est de l'essayer. D'abord, juste d'être conscient, de remarquer un peu plus, de dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aperçois, qu'est-ce que je vis que j'aime. Commencez à l'écrire si vous en avez envie et pourquoi pas, partager sur les médias sociaux aussi. Ça peut servir le bien, les médias sociaux, quand on fait ce genre d'action. Bref, sinon, venez me voir, venez sur ma page, puis vous allez voir ce que j'écris. Puis souvent, les gens mettent des commentaires et mettent leur j'aime à eux. Et c'est juste extraordinaire. On apprend à se connaître, on stimule la joie et l'émerveillement. Et ça nous fait du bien. Alors, à vos j'aime. Bonjour à toi, bon dimanche. Déjà le deuxième dimanche du carême, la semaine passée étant le premier, avec l'évangile des tentations au désert. Mais aujourd'hui, c'est le récit dans Saint-Luc de ce qu'on appelle la transfiguration. Jésus prend avec lui ses trois moines, hein, c'est Pierre, Jacques et Jean, les mêmes qu'il va prendre à l'agonie. Et là, il va prier sur la montagne. Saint-Luc aime particulièrement dans son évangile nous montrer Jésus en train de prier. Et c'est très beau. C'est très beau parce que on le voit dans sa prière en relation avec son Père, avec Dieu. Et puis ce qui est beau, c'est que dans cette transfiguration-là, dont Saint-Pierre et les autres sont témoins, et ça les jette sur le dos, hein, un gros flash, là, on nous dit pourquoi. Pourquoi Jésus est si lumineux, si rayonnant? On entend la voix du Père, comme à toutes les autres fois, à quelques mots près, quand le Père parle dans l'Évangile, et honnêtement, c'est très, très peu, je pense que c'est 6, 7, 8 fois que le Père parle dans l'Évangile, dans tous les Évangiles, et c'est toujours pour dire « c'est mon fils, puis je l'aime. C'est mon petit garçon, puis je l'aime.
c'est Jésus qui se sait aimer, qui se sent aimé. Et c'est dans la prière, bien qui va chercher cette énergie-là, ce boost-là. Lui qui va après ça descendre la montagne puis aller voir les gens, aller voir la pécheresse qu'on veut lapider puis qu'on veut tuer, l'autre qui se traîne. Puis... Il est guéri comment? Je te juge pas, je t'aime. Je t'aime puis je te redonne ta dignité. C'est des affaires de même, tu sais. Mais cet amour-là qu'il donne, il va le chercher où? Saint-Luc nous dit d'une certaine manière, dans la prière. Dans une prière où, sans doute qu'il se présente devant son Père, puis où son Père ne dit qu'une chose, en fin de compte. « T'es mon fils bien-aimé, en toi je mets tout mon amour. T'es mon gars, et que je t'aime. » En ce deuxième dimanche du carême, c'est notre carême. C'est pas son carême à lui, là. C'est notre carême. On a à marcher vers une Pâque, un passage, bien sûr, qui va peut-être nous amener à mourir à certaines affaires. On a à se rappeler que tout ça, là, quand on va se faire suer, là, c'est parce qu'on est aimé, puis parce qu'on veut aimer, parce qu'on est aimé, puis parce qu'on aime. Et ça, là, c'est clair, ça peut juste être de la lumière. Quelqu'un qui est aimé est généralement heureux, peu importe ses situations. Quelqu'un qui se sent aimé, guéri. Freud le disait. Il suffit que mon patient se sente aimé, puis ça ne va pas pire. Eh bien, rappelons-nous que nous autres aussi, même si on ne les entend pas à travers les nuages, les paroles, on est le petit gars, t'es la petite fille du Père qui t'aime au bout. Et que même si tu peux te faire crucifier, même si tu peux descendre en enfer, symboliquement, cet amour-là, il va te prendre puis il va te lever. Puis tu vas finir ressuscité parce que tu vas dire « L'amour a triomphé ». En ce deuxième dimanche de carême, méditons, puis accueillons cet amour-là du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon carême, bonne semaine. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est dans 2 mois et 2 semaines qu'aura lieu le 30e anniversaire de la Victoire de l'amour. Vous savez que ça sera célébré le samedi 24 mai 2025 au Centre Vidéotron de Québec de 13h à 17h. Vous voyez les invités qui seront avec nous à l'écran présentement. Je vous promets des célébrations extraordinaires, une belle fête de la foi. Et je vous rappelle qu'on a travaillé très fort pour que le prix des billets soit le plus bas possible. Alors, il commence à 16 $ et ça finit à 34,75 et ça comprend les taxes et les frais de billetterie. Il n'y a pas de surprise. Et il y a aussi Groupe Voyage Québec qui organise des autobus qui viennent d'un peu partout au Québec. Eux, ce qu'ils vous vendent, c'est le forfait autobus et billets. Alors, je vous donne les numéros de téléphone pour réserver avec eux. Le 1-866-441-4390. 1-866-441-4390. Amenez vos amis avec vous parce que vous allez voir qu'ils ne trouveront pas ça pas plate. Ça, c'est sûr que non, parce qu'on a travaillé tellement fort, puis on travaille encore très fort pour vous offrir ce qu'il y a de mieux pendant ce méga rassemblement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye.